Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1870 et l'histoire solennelle de Mary Fletcher et de ses 4 jeunes enfants. C'est un cas qui nous rappelle que derrière les documents historiques se cachent de vraies personnes, dont la vie a été irrévocablement changée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, du mieux qu'elle peut être racontée. Notre décor est le village de Scott First, à la périphérie sud de la ville historique de Lancaster, dans le nord de l'Angleterre. En 1870, c'était une communauté de manœuvres, d'ouvriers d'usines et d'artisans. La vie était dictée par les saisons de travail manuel. Et pour beaucoup, c'était une existence précaire. Dans l'un des modestes cottages en pierre qui bordaient la route principale, vivait la famille Fletcher. Leur histoire n'est pas celle d'une grande ambition ou d'une renommée publique, mais une tragédie domestique tranquille qui allait bientôt horrifier la nation et soulever de difficiles questions sur la pauvreté, la santé mentale et les capacités les plus sombres du cœur humain. John Fletcher était un tailleur de pierre, un métier qui exigeait de la force physique et de l'habileté. Il avait 38 ans et pendant la majeure partie de sa vie avait été un pourvoyeur capable pour sa famille. Il était marié à Mary et ensemble, ils avaient 4 petits-enfants qui remplissaient leur petite maison, Anne, 7 ans, Elizabeth, 5 ans, John Jr., 3 ans, et le bébé de la famille, Thomas, qui n'avait que 9 mois. Leur vie était faite de modestes moyens, dictés par la disponibilité du travail et les modestes salaires que John pouvait gagner. Les voisins les connaissaient comme une famille ouvrière typique. Mary s'occupait de la tâche immense d'élever 4 jeunes enfants à une époque sans commodité moderne, tandis que John passait ses journées à tailler la pierre. Cependant, sous cette surface de routine domestique, de sévères pressions s'accumulaient. John Fletcher avait la réputation d'être un gros buveur, une échappatoire courante pour les hommes confrontés aux difficultés incessantes de l'époque. Ceci, combiné à une instabilité financière croissante, a commencé à effilocher le tissu de leur vie de famille, les menant vers une catastrophe que personne ne pouvait prévoir. Dans les mois précédant l'hiver de 1870, la situation de John Fletcher a pris un tournant significatif, pour le pire. Il avait été frappé par une crise de maladie qui l'a laissé incapable de travailler pendant plusieurs semaines. Pour un homme dont tout le gagne-pain dépendait de son travail physique, ce fut un coup dévastateur. Sans revenus, les économies déjà maigres de la famille ont été épuisées et ils sont tombés dans la dette. La pression semblait peser lourdement sur l'esprit de Fletcher. Son comportement est devenu de plus en plus erratique et alarmant. Les voisins se sont plus tard rappelés des conversations au cours desquelles il parlait avec un profond sentiment de désespoir. Il a été décrit comme étant mélancolique et découragé, convaincu que sa famille était condamnée à l'hospice, workhouse, un sort largement craint pour sa honte et ses épreuves. Plus troublante encore, il a commencé à exprimer des pensées morbides, disant à un voisin qu'il serait peut-être préférable de mettre une fin tranquille à tout le monde plutôt que de les voir souffrir un tel sort. C'étaient les mots désespérés d'un homme en proie à une dépression sévère. Mais à une époque, sans concept de soins de santé mentale, ces appels à l'aide sont restés sans réponse. La nuit du vendredi 21 janvier 1870 a commencé comme n'importe quelle autre dans le foyer des Fletcher. Les enfants ont été mis au lit et un calme tranquille est tombé sur le petit cottage. Mary Fletcher n'avait probablement aucune idée que cette nuit serait sa dernière, ou que l'homme qu'elle avait épousé deviendrait l'agent de sa destruction et de celle de ses enfants. Dans les heures sombres de cette nuit, poussé par une logique déformée par le désespoir et l'alcool, John Fletcher a commis un acte impensable. Il a pris un marteau de tailleur de pierre, un outil de son métier, et s'est déplacé dans la maison silencieuse. Il est allé de pièce en pièce, mettant fin aux vies de sa femme endormie et de chacun de ses 4 enfants. L'acte fut d'une violence brutale et choquante, perpétré à l'endroit même qui aurait dû être leur sanctuaire. Après avoir assassiné toute sa famille, Fletcher a ensuite tourné un rasoir sur lui-même, s'infligeant une blessure profonde à sa propre gorge dans une tentative de se suicider. Mais sa tentative a échoué. Alors que le soleil commençait à se lever sur une froide matinée de janvier, John Fletcher gisait gravement blessé dans une maison au silence profond et terrible. Le matin du samedi 22 janvier, le cottage des Fletcher est resté inhabituellement calme. Les rideaux étaient toujours tirés
et aucune fumée ne s'élevait de la cheminée, un spectacle étrange dans un foyer ouvrier où la journée commençait tôt. Un voisin, un carrier nommé Thomas Gardner, est passé devant la maison en allant au travail et a noté le calme. Lorsqu'il est revenu quelques heures plus tard et a vu la maison toujours fermée et silencieuse, un sentiment de malaise a commencé à grandir. Les Fletcher avaient 4 jeunes enfants. Leur maison était rarement, voire jamais calme. Gardner a parlé avec un autre voisin et leur inquiétude partagée les a poussés à agir. Ils ont frappé à la porte, mais il n'y a eu aucune réponse. Ils ont appelé, mais seul le silence a répondu. Craignant que la famille ne soit tombée malade, Thomas Gardner est allé à l'arrière du cottage et a trouvé une fenêtre décrochée. Il s'est hissé et a regardé à l'intérieur. Ce qu'il a vu dans la pénombre était une scène d'une telle horreur qu'elle resterait avec lui pour le reste de sa vie. Il a immédiatement compris qu'une terrible tragédie avait frappé la famille à l'intérieur. En entrant dans le cottage, Thomas Gardner a été confronté à l'ampleur totale de l'horreur. Les corps de Mary Fletcher et de ses enfants gisaient dans leur lit. La scène était d'une violence inimaginable. Dans une autre pièce, Gardner a trouvé John Fletcher. Il était vivant, mais à peine. Il gisait sur le sol, couvert de sang provenant de la sévère blessure qu'il s'était infligée à la gorge. Il était conscient, mais incapable de parler. Gardner s'est précipité hors de la maison pour donner l'alarme, et bientôt le petit village de Scott Force était sous le choc de la nouvelle. Le constable de police local et un chirurgien, le docteur Christopher Johnson, ont été appelés sur les lieux. Le docteur Johnson a soigné la blessure de Fletcher, un acte qui lui sauverait la vie afin qu'il puisse être jugé pour ses crimes. Alors que les autorités commençaient la tâche macabre de documenter la scène et de retirer les corps des victimes, John Fletcher a été mis en détention. Bien qu'il ne puisse pas parler, il a pu communiquer en écrivant sur une ardoise. Ses premiers mots écrits furent une confession directe et sans ambiguïté du meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Avec la confession de John Fletcher, les faits de base de l'affaire n'étaient pas en litige. Le processus juridique a commencé presque immédiatement avec une enquête du coroner. Cette procédure s'est déroulée dans un pub local, une pratique courante à l'époque, et a été supervisée par le coroner du comté. Le jury, composé d'hommes locaux, a entendu le témoignage déchirant du voisin qui a découvert la scène, du constable qui a été le premier à intervenir et du chirurgien qui avait examiné les victimes et l'accusé. La confession écrite de Fletcher a été présentée comme une preuve définitive de sa culpabilité. Les preuves étaient accablantes et profondément troublantes. Le jury du coroner a mis très peu de temps à arriver à sa conclusion. Ils ont rendu un verdict de meurtre volontaire contre John Fletcher pour la mort de sa femme, Mary, et de ses enfants, Anne, Elizabeth, John et Thomas. Suite à l'enquête, Fletcher a été formellement accusé et jugé lors des prochaines assises de Lancaster. La communauté a été laissée en deuil et a tenté de comprendre comment un mari et un père pouvaient être responsables d'une telle atrocité. Le procès de John Fletcher pour le meurtre de sa famille a commencé en mars 1870 devant le juge Lush, lors des assises de Lancaster. Le cas de l'accusation était simple. Ils ont présenté les faits du crime, les preuves médicales et la confession claire de Fletcher. Il n'y avait aucun doute qu'il avait commis les actes. L'affaire entière reposait donc sur une seule question. Quel était l'état d'esprit de John Fletcher en cette nuit fatidique? L'avocat de la défense de Fletcher a monté un dossier basé sur le plaidoyer d'aliénation mentale. Il a fait valoir que Fletcher n'était pas légalement responsable de ses actions parce qu'il souffrait d'une délusion morbide. La défense a présenté des témoins, y compris les voisins à qui Fletcher avait parlé de son désespoir. Ils ont témoigné de sa récente maladie, de sa pauvreté, de sa dépression et de ses propos sur la fin des souffrances de sa famille. L'argument était que Fletcher croyait sincèrement, bien que de manière aliénée, que tuer sa famille était un acte de miséricorde pour les sauver de l'hospice. L'accusation a rétorqué que Fletcher, bien que peut-être déprimé et désespéré, n'était pas aliéné aux yeux de la loi. Il comprenait la nature de ses actions et savait qu'elles étaient mauvaises, comme en témoigne sa tentative de suicide ultérieure, qu'ils ont présentée comme un acte de mauvaise conscience. Le jury a été chargé de décider si John Fletcher était un homme désespéré mais sain d'esprit qui avait commis un terrible crime ou un homme tellement brisé par la maladie mentale qu'il n'était pas responsable de ses actions. Après avoir entendu toutes les preuves et les arguments finaux de l'accusation et de la défense, les 12 hommes se sont retirés pour délibérer.
Ils sont revenus dans la salle d'audience en un peu plus de 10 minutes. Leur rapidité témoignait de la certitude de leur conclusion. Le chef du jury a annoncé le verdict. Coupable. Le plaidoyer d'aliénation mentale avait été rejeté. John Fletcher se tenait dans le box lorsque le juge s'est adressé à lui. Le juge Luche a parlé de la nature épouvantable de son crime, un crime qui défiait la compréhension. Il a reconnu l'état de pauvreté et les problèmes de Fletcher, mais a conclu qu'il ne pouvait pas excuser l'anéantissement de toute sa famille. Coiffant le bonnet noir, le juge a condamné John Fletcher à être emmené de ce lieu à la prison et là à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Fletcher, qui était resté silencieux et calme tout au long du procès, n'a montré aucune réaction visible à la sentence. John Fletcher a passé ses dernières semaines au château de Lancaster, assisté par l'aumônier de la prison. Le matin du samedi 9 avril 1870, il a été conduit de sa cellule à la potence. L'exécution a été effectuée par le célèbre bourreau William Calcraft. Conformément à un récent changement de loi, l'exécution a été menée en privé, à l'intérieur des murs de la prison, en présence uniquement de fonctionnaires et de membres de la presse. La tragique affaire de la famille Fletcher a laissé une profonde cicatrice sur la communauté de Lancaster. C'était une histoire qui mettait en lumière la terrible intersection de la pauvreté extrême, du désespoir social et de la maladie mentale sévère dans une société qui avait peu de compréhension ou de sympathie pour cette dernière. La mort de Mary Fletcher et de ses 4 enfants innocents a servi de témoignage sinistre aux crises silencieuses qui se déroulaient derrière les portes closes des foyers ouvriers de l'Angleterre victorienne. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une manière de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine affaire de vrai crime.